jour s'ouvre pour la République de Guinée et elle pourrait être le procès le plus médiatisé de la République de Guinée. Que dis-je? Après le procès de gang que l'on a connu par le passé, et le procès du président Alpha Condé au temps du général Lansana Conté, et aussi le procès de l'attaque du domicile du président Alpha Condé. On a le procès du 28 septembre qui s'annonce comme l'un des procès les plus médiatisés de la République de Guinée. Pourquoi pas de la sous-région? La véritable problématique que les gens posent aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi le procès a tardé. Quelle est la nature du procès? Comment l'orienter? Quels sont les tournures et aboutissements? Comment faire la réparation? Quel est le droit qui sera applicable? Est-ce que les spécialistes qui sont sélectionnés sont effectivement spécialistes de cette question de crime ou de meurtre ou de jugement lié à un tel procès d'une grande envergure? L'attente et le regard de la communauté internationale sur la Guinée devient incessante. Au-delà des discours de sortie qui a eu lieu et des complications qui se sont passées récemment entre Ambalo et les leaders guinéens, désormais le regard de la communauté internationale est tourné vers le procès du 28 septembre. Et c'est pourquoi nous regroupons cet après-midi sur ce plateau des spécialistes, des fins connaisseurs et des anciens chercheurs qui auront la lourde responsabilité d'éclairer notre lanterne sur les faits dominants et questions dominantes du procès de 28 septembre. Il sera d'ailleurs question dans cette émission de recevoir avec vous celui qu'on surnomme la force tranquille de cette émission. Il est de retour pour cette nouvelle saison avec nous, la saison Gamma, sur Dioma, Docteur Abdoulaye Sylla. Je rappelle que vous êtes docteur en droit international, enseignant-chercheur et consultant sur beaucoup d'éléments. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, monsieur Condé. Et je rappelle que vous avez fait un séjour au niveau de la haie. Donc vous maîtrisez bien le processus. Vous allez nous expliquer comment c'est composé la Cour pénale internationale. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et juste à côté de lui, on a un autre spécialiste qui rentre fraîchement de la France. Il est aussi doctorant en droit international et professeur à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. D'ailleurs, hier, il animait une certaine conférence sur cette même question du procès de massacre du 28 septembre. Nous le recevons sur ce plateau pour nous expliquer un peu le contenu du cheminement qui devra être pris normalement pour atteindre un certain niveau. Je parle bien sûr de Bissiriou Kandjoura. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, messieurs. Et juste en face de nous, sur ma gauche, vous avez un autre de nos invités. On l'appelait l'intello perspicace. Sans doute celui qui dit la vérité sans même la cacher, sans langue de bois. Il est docteur en droit administratif, précisément en droit public. Il est enseignant-chercheur. Il est animateur, chroniqueur de cette émission. Un de nos consultants qui aussi reprend rendez-vous avec nous au compte de cette saison 3, saison Gamma, de Dioma Média. Docteur Khalil Aïssata Keita, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, M. Condé. Merci. Il nous a rejoint un peu en retard. C'est celui qui coordonne et anime cette émission avec moi. C'est bien sûr notre confrère, parce que les embouteillages sont aussi nombreux ici en République de Guinée. Oratore, je l'appelle le plus tamba des tambasters, celui à qui les dossiers ne sont pas cachés. Mais avec lui, nous allons parcourir ainsi ce process. Bonsoir, M. Tamba, et bienvenue à vous. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, sans tarder, chers auditeurs et téléspectateurs, nous allons aller vers le vif du sujet. La question reste, la Guinée vers le début du procès des massacres de 28 septembre 2009, 13 ans après. Docteur Abdoulaye Sylla, la véritable question qu'on pose, la Guinée avec le juge Charles Wright, le ministre de la Justice, a décidé de mettre le paquet pour construire d'abord un temple qui va permettre aux gens de faire ce procès qui est presque achevé, parce qu'on a connu beaucoup de visites, en déplacement de sa part pour la CPI, afin d'expliquer normalement au juge pénal de la CPI le contenu de l'orientation. Mais la question qu'on vous pose avec ce procès qui va bientôt s'ouvrir, c'est de nous définir à un certain niveau la nature d'un tel procès pour la République de Guinée. Merci beaucoup, M. Condé. Permettez-moi de dire bonjour ou bonsoir à nos auditeurs. Ça dépend de leur emplacement géographique. En effet, la question que vous me posez est une question très pertinente et très intéressante, d'autant plus qu'elle fait l'actualité. La nature de ce procès ou la nature de cette procédure qui vient d'être enclenchée, mais qui remonte au 28 septembre 2009, à la date du 28 septembre 2009. D'abord, quelle que soit la connotation qu'on va donner à ce processus, ça s'inscrit globalement dans la logique de la justice transitionnelle. Et en matière de justice transitionnelle, il y a deux grandes théories qui s'affrontent.
La première théorie, c'est celle qui consiste à dépénaliser le processus et à procéder à des réparations. C'est ce que l'Afrique du Sud a choisi après l'apartheid. C'est-à-dire en 1993, il y a la constitution intérimaire qui a amnistié un certain nombre de présumés coupables. Donc on a levé leurs responsabilités pénales et on a procédé à la mise en place d'une commission vérité et réconciliation. Parallèlement au processus, on a prévu une commission d'indemnisation, en tout cas qui a essayé de réparer de manière vraiment pacifique les crimes qui avaient été commis. La deuxième théorie en la matière, c'est la théorie de la globalisation. Et généralement, c'est cette théorie qui est mise en avant par la communauté internationale quand elle intervient dans le processus. Généralement, la communauté internationale demande d'abord de mettre en place une commission vérité et réconciliation parce qu'il faut que le pays se reconstruise. Deuxièmement, la communauté internationale exige souvent la mise en place de commissions d'indemnisation. Et troisièmement, la communauté internationale exige souvent la mise en place d'une juridiction pénale pour réprimer les crimes internationaux. Donc ce sont les deux grandes théories qui s'affrontent en la matière. D'un côté, la théorie de la dépénalisation, ensuite réparation. Deuxième théorie, c'est la théorie de la globalisation. Donc si vous me demandez de définir la nature, je pourrais dire qu'il revient à l'État d'engager un processus, peut-être que ça a été fait, mais je ne suis pas au courant, un processus avec les victimes ou l'association des victimes et s'entendre sur la nature du processus à engager. Est-ce les victimes acceptent des réparations pécuniaires ou matérielles, symboliques et autres? Comme ça, on passe par des lois d'amnistie pour lever la responsabilité parce qu'on a plusieurs crimes latents dans ce pays. Ou, deuxièmement, comme on a commencé le processus à travers la mise en place du tribunal ad hoc, j'imagine qu'on s'est inscrit dans la logique de la deuxième théorie, la théorie de la globalisation. Parce que juger des personnes pénalement, ça signifie qu'on n'a pas dépénalisé. Donc les personnes, les présumés coupables vont répondre devant la justice qui va examiner au cas par cas leur situation. Ceux qui sont coupables, on va établir leur culpabilité et les condamner à une peine donnée. Ceux qui ne sont pas coupables, on va les acquitter. Donc, j'imagine que c'est cette deuxième théorie-là que l'État est en train de mettre en avant. Ça se voit d'ailleurs, et on le constate puisque le procès s'est bientôt annoncé pour très très bientôt. Ça veut dire que l'on va partir vers la justice et faire ouvrir un procès où il y aura des conseils d'un côté et de l'autre côté, et chacun va défendre son côté. Alors, Monsieur Kandjoura, la question qu'on vous pose, c'est de comprendre un peu, puisqu'elle n'est pas considérée comme étant crime contre l'humanité par les Guinéens, la commission nationale qui a été établie. Et pourtant, les Nations Unies, avec Ban Ki-moon, ils ont eu le temps de dire que non, c'est crime contre l'humanité. À ce stade-là, pourquoi l'implication de la CPI? Qu'est-ce qui a amené le ministre Charles White à aller expliquer à la CPI le contenu du procès? Qu'est-ce qui envoie toute cette démarche que l'on a eue en Guinée avant de venir à ce procès aujourd'hui? Merci beaucoup, Monsieur Christian. Je commencerai tout d'abord à remercier aussi mes amis sur plateau. Sans pour autant aussi oublier de remercier en tout cas le gouvernement guinéen et tous les Guinéens d'ailleurs. Le gouvernement guinéen en tout cas a montré en tout cas son intention d'organiser ce procès, un procès tant attendu. Je dirais préalablement que c'est en fait l'organisation de ce procès constitue en tout cas pour moi et pour peut-être bon nombre de Guinéens comme étant une forme de satisfaction, d'accord? Même si on ne va pas pour l'instant parler en tout cas des mesures de réparation. Même si les Guinéens n'éprouvent pas cette confiance en des moments. Exactement. Les commentaires sont vraiment durs. D'accord, c'est vraiment... Pour les Guinéens, ce sont des farces qu'on veut organiser devant eux. Je pense que vous savez que... D'abord, je pense que ce procès tant attendu, même si
on ne sait pas les aboutissants, les tenants et les aboutissants, on pourrait en tout cas considérer comme une forme de satisfaction, de soulagement. Sur la question de savoir sur la nature du procès, je pense qu'il faudrait tout d'abord évoquer cette question, celle de savoir quel est l'objet du procès. Nous savons très bien qu'en droit international pénal, et d'après en tout cas ce contexte guinéen, ce procès en tout cas doit être organisé pour un objet précis qui est ce que vous définissez tantôt suite aux événements du 28 septembre. On a vu en tout cas des massacres qui ont été en tout cas commis au stade du 28 septembre. C'est suite à ces massacres qu'il y a eu, vous le savez très bien, cette enquête en tout cas tout d'abord internationale qui qualifiait en tout cas les atrocités commises au stade du 28 septembre comme étant de crimes contre l'humanité. Vous avez très bien en tout cas mentionné que la commission d'enquête nationale aussi a fait sa propre qualification qui est contraire en tout cas à la qualification donnée par la commission d'enquête internationale. Cette commission d'enquête nationale qualifiait les faits tout simplement de crimes de droit commun, en tout cas en retenant un seuil de moins grave que ceux retenus par la commission d'enquête internationale. Ouais. Mais, Monsieur Christian, et c'est pour aussi mes amis sur plateau, si on reprend en tout cas la conception générale de la définition de la notion de crime contre l'humanité, on pourrait même considérer cette qualification de la commission nationale comme en tout cas faisant partie en tout cas de la définition du crime contre l'humanité. Car si vous reprenez la définition donnée par la Commission du droit international, hier, je l'ai rappelé, d'ailleurs à l'occasion de cette conférence qu'on a animée, c'est que le seuil de gravité n'est pas un critère déterminant pour qualifier un acte de crime contre l'humanité. Ça, c'est très important. Le crime contre l'humanité a deux éléments fondamentaux. Le premier, en tout cas pour qu'il soit constitué, le premier c'est l'élément matériel. Cet élément matériel, vous le savez, soit l'acte est perpétré dans le cadre, en tout cas, d'un contexte généralisé ou systématique. Ces deux éléments, vous avez compris, ne sont pas cumulatifs, ils sont alternatifs. C'est qu'on peut commettre un acte, même s'il n'est pas grave, lorsque cet acte est commis, en tout cas dans le cadre ou dans le contexte généralisé. Nombre de victimes, on a plusieurs victimes et les commissions d'ailleurs font état. La commission d'enquête internationale parle plus de 100, en tout cas plus de 100 morts, 100 victimes. La commission d'enquête nationale, je pense que la qualification, pour moi, je ne vois pas en tout cas comment on pourrait exclure ces actes à partir du moment où il y a aujourd'hui une émergence d'une conception générale de la notion de crime contre l'humanité. Alors, vous avez compris. C'est important de rappeler que la CPI a adhéré effectivement à cet appel. C'est effectivement. Le procès s'organise en Guinée. Effectivement, parce que vous savez que la Cour pénale internationale au statut de Rome, c'est l'une des conventions, en tout cas, la plus respectueuse, je dirais, par là, en tout cas, de la souveraineté étatique. Entendu bien que la Cour, elle est complémentaire aux juridictions nationales. Ouais. C'est qu'elle ne peut juger une affaire que lorsque l'État ne veut pas ou ne peut pas. Et on a compris, en tout cas depuis qu'il y a eu ces événements, que la coopération entre la Guinée, on dira que ça a été une bonne coopération parce qu'on a estimé que la Guinée pourrait être compétente pour juger ces crimes, ces massacres qui ont été commis au stade du 28 septembre. Mais qu'est-ce que je tiens à préciser ? Mon cher ami vient de rappeler, c'est qu'en parlant de justice transitionnelle, mais on a compris que même la justice transitionnelle aussi intègre en tout cas la justice répressive. Parce que vous avez compris aujourd'hui qu'aucune personne qui a commis un crime ne peut en tout cas rester sans qu'on ne puisse
punir en tout cas cette personne. Donc, parce qu'on est en tout cas dans le cadre en tout cas de la lutte contre l'impunité. L'impunité, de la lutte contre l'impunité. Je me tourne vers vous, docteur Khalil Aissata, sur l'évidence du droit applicable. Est-ce que le droit pénal international qui sera appliqué dans cette situation ou le droit pénal national? Excusez-moi, je ne suis pas juriste de le dire ainsi. Donc, déterminer un peu, ouvrir notre